Bonjour à tous et bienvenue dans la 4e vidéo du chapitre 2 de Terminal intitulé « Comment est structurée la société française actuelle ». Dans la vidéo précédente, nous avons étudié les processus de salarisation et de tertiarisation de l'économie et de l'emploi. Dans cette vidéo, nous allons à présent analyser les deux dernières grandes mutations de la structure professionnelle depuis 1945, à savoir la féminisation de la population active et des emplois, ainsi que l'élévation du niveau de qualification des travailleurs et des emplois occupés. La troisième grande mutation de la structure socio-professionnelle au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est la féminisation des emplois, c'est-à-dire l'augmentation de la part des femmes dans l'emploi total. Même si le travail des femmes a toujours existé, comme l'ont montré les travaux de Michel Perrault et de Margaret Mahwani, l'activité féminine a souvent été invisibilisée dans les statistiques et dans les représentations sociales. Le travail des femmes complétait alors celui de leur mari qui était indépendant. Les femmes étaient alors assistantes, aidants familiaux ou conjointes collaboratrices, sans réel statut particulier ni rémunération. De plus, l'emploi des femmes était soumis à autorisation de leur mari. Enfin, le recours au travail des femmes dépendait des besoins en main-d'œuvre. Comme les populations immigrées, les femmes constituaient la variable d'ajustement selon le rythme de croissance. Leur présence sur le marché du travail n'était alors pas toujours continue, le travail masculin étant privilégié en temps de crise. Les carrières professionnelles féminines étaient également interrompues par la maternité. Dès lors, la salarisation et la tertiarisation de la structure socio-professionnelle permettent de rendre visible le travail féminin par l'existence d'un contrat de travail et d'une rémunération déclarée et versée. Ces mutations facilitent également l'emploi des femmes dans les secteurs en expansion qui correspondent aux qualités supposées naturelles des femmes, comme le soin aux autres dans les services à la personne. La salarisation, la tertiarisation et la féminisation des emplois sont trois mouvements concomitants sans qu'il ne soit possible de distinguer les causes des conséquences. Les trois phénomènes ont lieu en même temps et se renforcent mutuellement. Les taux d'activité des femmes ont augmenté au cours de la période pour atteindre 68,2% en 2019. La féminisation de la population active progresse aussi puisque les femmes représentent désormais 48% des travailleurs en 2019. L'écart des taux d'activité entre les hommes et les femmes, qui était de 43 points dans les années 1960, n'est plus que de 8 points en 2017. Plusieurs transformations sociales et juridiques permettent d'expliquer la féminisation des emplois et des travailleurs. C'est tout d'abord l'émancipation féminine vis-à-vis de l'autorité masculine, grâce aux différentes luttes féministes qui ont permis de changer la loi. Par exemple, en 1965, les femmes obtiennent le droit d'avoir un compte bancaire personnel et de pouvoir travailler sans l'autorisation de leur mari. La famille se transforme également et, à l'intérieur, les rôles respectifs des parents se transforment. Le modèle de l'homme gagne-pain et de la femme au foyer est remis en cause, et les couples composés de deux actifs deviennent la norme statistique. La féminisation de l'emploi est également permise par la scolarisation accrue des femmes, qui facilite leur insertion sur le marché du travail. Enfin, la contraception et la maîtrise de la fécondité leur permettent plus facilement d'accéder au marché du travail. Si la féminisation de l'emploi a bien eu lieu depuis 1945, la place des femmes sur le marché du travail n'est toujours pas équivalente à celle des hommes. Les emplois occupés ne sont pas les mêmes et les modalités d'occupation des emplois non plus. Le temps partiel, qu'il soit choisi ou subi, concerne beaucoup plus les femmes. Ainsi, 3/4 des personnes à temps partiel sont des femmes. Le temps partiel concerne 18,1% des emplois, mais 28,4% des femmes contre seulement 8,3% des hommes. On constate donc bien que les femmes sont surreprésentées dans le temps partiel. Cela a pour effet de ralentir la progression de leur carrière, notamment lorsqu'il s'agit de sous-emploi, c'est-à-dire lorsque le temps partiel est subi par des femmes souhaitant travailler davantage. Par ailleurs, les femmes travaillent à 87% dans le secteur tertiaire, et notamment dans l'activité de service à la personne ou l'action sociale. Ces métiers sont supposés nécessiter des qualités féminines ou maternelles naturelles. Ainsi, dans une vingtaine de métiers sur 226 au total, la part des femmes est supérieure à 80%. À l'inverse, dans 84 métiers, elles sont moins de 20%. Les femmes sont alors cantonnées à quelques métiers seulement. Il s'agit d'une forme de ségrégation horizontale sur le marché du travail pour les femmes. Au-delà de la diversité des métiers et des professions occupées par les femmes, il faut aussi noter que les femmes accèdent moins que les hommes aux fonctions à responsabilité et d'encadrement.
Ainsi, les femmes ne représentent que 40% des cadres. Il s'agit alors cette fois-ci d'une ségrégation verticale, assignant les femmes aux positions les plus basses dans la hiérarchie. Cette ségrégation se retrouve avec le niveau de qualification des emplois, puisque 61% des salariés peu qualifiés sont des femmes en 2017, et plus d'un quart des emplois occupés par les femmes sont des emplois peu qualifiés, là où ce taux n'est que de 15% pour les emplois masculins. Cela renvoie au concept de plafond de verre, qui empêche les femmes, ou qui freine les femmes en tout cas, dans la progression de leur carrière vers les places les plus rémunératrices et les plus à responsabilité. A l'inverse, les hommes seraient avantagés par l'arrivée des femmes sur le marché du travail, puisque cela aurait accéléré leur promotion de carrière, notamment dans les secteurs féminins. C'est ce qu'on appelle en sociologie le concept d'escalator de verre, qui avantage les hommes. Au final, l'écart de salaire entre les hommes et les femmes est de l'ordre de 24%, notamment en raison des différences de poste et de temps de travail, mais pas seulement. En effet, un écart se maintient même en neutralisant ces différentes variables. Il s'agit alors d'une approximation de la discrimination salariale subie par les femmes sur le marché du travail, alors même qu'elles sont plus diplômées que les hommes en moyenne. En effet, et c'est la dernière évolution notable au cours de la seconde moitié du XXe siècle, on constate une élévation générale du niveau de qualification des travailleurs et des emplois, et notamment de celle des femmes. Le niveau moyen a augmenté et de plus en plus de diplômés sortent chaque année du système scolaire et universitaire. En 1980, la moitié des travailleurs étaient sans diplôme. En 2014, 80% des travailleurs sont diplômés. Face à l'élévation du niveau de qualification, la structure socio-professionnelle a alors été modifiée en faveur des emplois qualifiés. C'est notamment les effectifs des CPIS et des professions intermédiaires qui ont beaucoup augmenté depuis les années 1960. Ainsi, la part des CPIS a été multipliée par 4 en un peu plus d'un demi-siècle, passant de 4,7% des travailleurs en 1962 à 19,3% en 2019. Actuellement, les emplois de CPIS et de professions intermédiaires correspondent à près d'un emploi sur deux. Dernier chiffre à souligner pour montrer l'élévation du niveau de qualification, c'est les personnes obtenant le bac. En 1951, 5% d'une classe d'âge obtenait le bac, ce qui correspondait à environ 32 000 élèves. 70 ans plus tard, le taux est de 86%, soit environ 716 000 bacheliers, soit 22 fois plus qu'en 1951. Pour expliquer cette élévation du niveau de qualification, plusieurs processus ont eu lieu au cours de la période, notamment la démocratisation et la massification scolaire se sont accrues. En 1985, Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l'Éducation, crée le bac professionnel et souhaite par ailleurs que 80% d'une classe d'âge parviennent au niveau du bac, contre seulement 30% à l'époque. L'allongement de la durée de scolarisation à 16 ans en 1959 participe également au processus d'élévation du niveau de qualification de la population active. Ce processus est renforcé par la réforme du collège unique en 1975, qui supprime les petites classes des lycées, favorise l'accès au diplôme de la population. L'âge moyen de fin d'études passe de 11 ans et demi à 18 ans et demi au cours du XXe siècle. Si le nombre de personnes diplômées a augmenté, le nombre d'élèves sortant du système scolaire peu ou pas diplômés a été divisé par 4 depuis 1978, passant de 41% à 9% des élèves. Ces processus permettent d'améliorer les taux de scolarisation, notamment grâce à la diversification des voies de formation qui permet de répondre aux besoins des employeurs en travailleurs de plus en plus qualifiés en raison du progrès technique et des innovations. C'est notamment le développement de l'enseignement technique et professionnel qui permet de satisfaire les besoins en recrutement des employeurs. Au-delà de la massification et de la démocratisation de l'enseignement secondaire, c'est également l'enseignement supérieur qui voit ses effectifs augmenter fortement au cours de la période. Ainsi, le nombre d'étudiants est multiplié par plus de 8 entre 1960 et 2017. Aujourd'hui, ce sont près de 2,7 millions d'étudiants qui accèdent à une formation post-bac. Ainsi, l'offre et la demande d'emplois qualifiés ont progressé de manière similaire depuis 1945. Les entreprises trouvent les compétences qu'elles recherchent parmi des travailleurs de mieux en mieux formés et de plus en plus diplômés. J'espère que cette vidéo vous a plu et a été suffisamment claire pour comprendre les deux dernières mutations de la structure socio-professionnelle française contemporaine. Ainsi, au cours des deux vidéos, nous avons étudié les 4 tendances de la société française contemporaine, à savoir la salarisation, la tertiarisation, la féminisation et l'élévation du niveau de diplôme.
La prochaine vidéo portera sur les analyses classiques des classes sociales en sociologie, à partir des travaux de Karl Marx et de Max Weber. Bon courage et à bientôt dans une nouvelle vidéo.